Ce son me hante encore aujourd'hui. Le trophée en cristal, ma fierté, gravé à mon nom, symbole de 3 ans de labeur acharné, s'est fracassé avec un bruit assourdissant sur le sol en marbre de la salle de bal de l'hôtel Le Royal. L'écho de cet impact sembla figer le temps. 200 paires d'yeux, comme sur commande, se tournèrent vers moi. Moi, dans ma robe noire, qui avait coûté la moitié de mon salaire, figé au centre de toute cette attention. Gérard me surplombait, son visage déformé par une grimace de rage. « Tu es juste une ingrate, une sale petite garce », sifflait-il entre ses dents, assez fort pour que toutes les personnes aux tables voisines entendent chaque mot. « Pour toi, c'est fini ici. » Mes mains tremblaient. Je regardais les éclats, scintillant à la lumière des lustres, comme une pluie de diamants sur le sol. 3 ans de travail acharné, 60 heures par semaine. 3 ans d'anniversaires manqués, de rendez-vous annulés. 3 ans à construire un empire à partir de rien. Tout s'est brisé en un instant, parce que j'avais refusé de lui donner ce qui ne lui appartenait pas. Je m'appelle Élodie Lambert. J'avais 32 ans quand ma vie sembla s'effondrer. Mais c'est à partir de ces éclats, comme un phénix renaissant de ses cendres, que je me suis relevée pour tout changer. Avant les ventes corporatives, j'étais une étudiante naïve en art dramatique, la tête pleine de rêves irisés et les poches vides. Quand il fut temps de rembourser mes prêts étudiants et que mes rêves de scène restèrent des rêves, je me suis accrochée à ce que je pensais être un emploi temporaire chez Cabinet Renard Conseil. Je vais juste faire ça en attendant de trouver quelque chose de valable sur les Champs-Élysées, avais-je déclaré avec entrain à mes parents. Mais cet emploi temporaire devint de façon inattendue permanent. Il s'est avéré que j'avais un don rare, la capacité à entrer en relation avec les gens. Pas cette courtoisie forcée et artificielle dont beaucoup de vendeurs sont coupables, mais un intérêt sincère. Je savais scouter. Je me souvenais des détails. Je rappelai. Je prenais soin. En 5 ans, j'avais créé une base de clientèle décente. Rien d'extraordinaire, mais stable. Et puis, Dubois et Fils est apparu. Dubois et Fils n'était pas juste un client potentiel. C'était le saint graal de notre industrie, une entreprise familiale de fabrication qui était devenue une marque nationale. Au cours des 2 dernières années, ils avaient changé 3 cabinets de conseil, trouvant chacun 2 trop impersonnels, trop corporatifs. Ils sont impossibles à satisfaire, déclara Gérard lors de la réunion matinale du lundi, faisant glisser leur dossier sur son bureau. Mais tu t'en sors bien avec les clients difficiles, Élodie. Voyons ce que tu peux en tirer. C'est probablement inutile, mais on peut se permettre de te risquer, lança Gérard, et ces mots me blessèrent. Des semaines entières, je les ai consacrées à l'étude de Dubois et Fils, en me plongeant dans les moindres détails. Pas seulement les chiffres bruts et les positions sur le marché, mais aussi, et surtout, les gens, l'âme de l'entreprise. Sophie Dubois, qui a fondé cette entreprise dans son garage il y a 3 décennies. Son fils, Antoine, qui a hérité de la gestion opérationnelle, mais qui lutte avec le marketing. Leur foi inébranlable dans la loyauté, leur volonté de pardonner les erreurs sincères, mais leur incapacité à supporter une attitude froide et calculatrice, comme s'il n'était qu'une simple source de revenus. Notre première rencontre avec Antoine était censée durer une demi-heure. Elle s'est prolongée pendant 3 heures entières, qui ont filé à toute vitesse. « Tu sais, Élodie, ce que j'aime chez toi ?» dit-il quand nous avons finalement décidé de terminer. On pouvait lire une sincère surprise dans ses yeux. Tu ne t'es pas vanté sans arrêt, tu n'as pas essayé de m'aveugler avec tes réalisations. Tu t'es sincèrement intéressé à nous, à notre entreprise. C'est une grande rareté de nos jours. Ce jour-là, nous n'avons rien signé. Ni lors de la réunion suivante. Ni même lors de celle d'après. Je n'ai pas précipité les choses, je n'ai pas fait pression. Au lieu de cela, j'ai envoyé à Antoine des articles utiles concernant son secteur. Je me suis souvenu du championnat de football de sa fille et j'ai pris soin de lui demander comment ça s'était passé. Quand une petite crise de relations publiques a éclaté 6 mois après le début de notre relation, je n'ai pas hésité à mettre de côté tous mes projets un samedi pour les aider avec leurs déclarations. Et ce, alors qu'ils ne nous avaient pas encore versé un centime. Tu t'occupes toujours de ces Dubois et Fils ? Lança Gérard avec sarcasme lors de mon évaluation. Je te rappelle que nous facturons des résultats, pas le tressage de bracelets d'amitié. Mais à peine une semaine plus tard, le téléphone sonna, nous sommes prêts, annonça-t-il. Envoyez le contrat. Le compte Dubois et Fils était estimé à un peu plus de 2 millions par an. Ce n'était pas seulement le plus gros compte que j'ai jamais géré. C'était le plus gros nouveau client que notre bureau ait décroché depuis 5 ans. L'attitude de Gérard changea instantanément. Soudain, je n'étais plus une simple arriviste chanceuse ou trop douce avec les clients. J'étais devenu un membre clé de l'équipe, l'incarnation de nos valeurs.
Ma prime cette année-là s'est avérée très substantielle. Ma place de parking a été rapprochée de l'entrée. Gérard a même commencé à m'inviter à jouer au golf avec des clients potentiels. Pendant près de 2 ans, tout s'est déroulé sans accroc. Le comte Dubois et fils prospérait à vue d'œil. J'ai constitué une petite équipe pour répondre à leurs besoins croissants. Et Antoine nous a même orientés vers quelques petites entreprises. J'ai enfin pu respirer. Les prêts étudiants ont cessé d'être un fardeau insurmontable, et j'ai commencé à les rembourser au lieu de simplement payer les intérêts. Et puis il est apparu, Théo. Théo Garnier, le neveu de Gérard lui-même, fraîchement diplômé d'une école de commerce, un diplôme qu'il avait obtenu à la sueur de son front, mais une arrogance, totalement imméritée. Théo va superviser différents membres de l'équipe, a déclaré Gérard lors d'une réunion, comme s'il s'agissait d'une révélation divine. Il a un potentiel énorme. HEC Paris. Il a prononcé le nom de l'université avec une déférence religieuse. Théo a supervisé notre acheteur d'espace publicitaire pendant 2 jours, l'analyste de données pendant 3, puis il est apparu à la porte de mon bureau. Oncle Gérard a dit que je devais apprendre de toi comment tu gères le comte Dubois et fils, a-t-il déclaré, sans même dire bonjour. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, et il avait à peine plus de 25 ans. J'ai patiemment expliqué à Théo toutes les étapes de notre travail. Je lui ai expliqué comment Antoine Dubois préférait communiquer, je lui ai raconté l'histoire de l'entreprise, leurs craintes concernant l'entrée sur de nouveaux marchés. Théo hochait la tête distraitement, prenant à peine des notes. Oui, ça a l'air simple, a-t-il dit, les yeux rivés sur son téléphone. C'est surtout de l'entretien de relations, non? Ce n'est pas des mathématiques supérieures. Il y avait du mépris dans sa voix, et les coins de ses lèvres se sont crispés avec dédain. La semaine suivante, Gérard m'a convoqué. Son bureau semblait particulièrement sombre. Tu sais, j'y ai réfléchi, a-t-il dit, se prélassant dans son fauteuil. Théo a fait preuve d'une excellente compréhension du comte Dubois et fils. Je pense qu'il est prêt à le diriger. Tout s'est figé en moi. Gérard, mais Théo n'a passé que 6 heures sur ce compte. Antoine Dubois a personnellement insisté pour que je sois la principale consultante, c'est écrit dans le contrat. Gérard a étiré ses lèvres en une sorte de sourire. Les contrats, ça se modifie. Théo a un regard neuf, des idées dans l'esprit d'HC Paris. De plus, tu es déjà surchargé. Cela te libérera pour trouver de nouveaux clients. Je ne suis pas surchargé, ai-je rétorqué, en essayant de garder une voix calme. Et le comte Dubois et fils est très délicat. Antoine apprécie la stabilité. Tu veux dire que mon neveu est incompétent. Une note d'acier a percé la voix de Gérard. Parce que je n'aimerais pas penser que tu es de ceux qui freinent le développement des jeunes talents. Son regard me transperçait. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Elle avait trimé pendant 30 ans dans des entreprises américaines avant de prendre sa retraite. Elle savait ce qu'il fallait faire dans ces situations. Ils veulent juste te virer de ton propre compte, a-t-elle lâché immédiatement. Au neveu, les commissions, à toi, rien. C'est toujours la même rengaine. Et qu'est-ce que tu vas faire? Enregistre chacun de tes pas, m'a-t-elle conseillé. Et tiens bon jusqu'au bout. Il compte sur le fait que tu vas simplement abandonner sans te battre. Le mois suivant, je me suis sentie comme une funambule. Je ne refusais pas ouvertement, mais je mettais des bâtons dans les roues. À Gérard, je répétais sans cesse qu'Antoine Dubois insistait sur ma présence personnelle aux réunions. Je n'oubliais pas de rappeler que mon nom était inscrit noir sur blanc dans le contrat. Les attaques de Théo devenaient de plus en plus effrontées. Il a commencé à écrire directement à Antoine, en me mettant en copie comme par hasard. Il fixait des rendez-vous avec les responsables marketing de Dubois et fils, sans même prendre la peine de me prévenir. Quand Antoine demandait, je devais faire semblant d'être au courant. Qu'est-ce qui se passe? A finalement demandé Antoine lors d'un déjeuner, en fronçant les sourcils. Ce type nous contacte constamment directement. Y a-t-il un problème? En une fraction de seconde, j'ai pris une décision qui a tout bouleversé. Antoine, je dois être parfaitement honnête avec vous, ai-je dit, sentant un frisson me parcourir l'échine. Il y a un plan en cours dans l'entreprise pour confier votre compte au neveu de Gérard. Je me bats pour que cela n'arrive pas, car je tiens à notre collaboration, mais vous deviez l'apprendre de moi personnellement. Antoine a lentement posé sa fourchette, son regard est devenu sérieux. Élodie, vous savez pourquoi nous avons choisi votre entreprise? À cause de vous. Nous sommes passés par 3 entreprises à la chaîne où les consultants nous traitaient comme une source de revenus anonymes. Vous avez vu en nous des personnes. Le gala annuel de l'entreprise approchait, l'apogée de la reconnaissance des mérites des clients. Au programme,
Il y avait une remise de prix, et, à ma grande surprise et joie, j'ai été nominée pour le titre de meilleur spécialiste en relations humaines de l'année, avec une mention spéciale pour mon travail avec Dubois et Fils. Antoine a gentiment accepté d'être mon invité à cette soirée. 3 jours avant le gala, Gérard m'a de nouveau convoqué. Il n'y avait plus la moindre trace de l'amabilité d'antan dans sa voix. Ma patience a des limites, Élodie, a-t-il tranché. À partir du mois prochain, Théo prend en charge Dubois et Fils. J'ai déjà parlé avec les juristes pour modifier le contrat. Avez-vous parlé de cela avec Antoine Dubois? Demandai-je, essayant de rester calme. Les yeux de Gérard se rétrécirent, comme s'il plissait les yeux face à un soleil éclatant. Ce n'est pas comme ça que nous faisons ici. Nous réglons les questions de personnel en interne, et nous présentons une équipe unie à nos clients. Gérard, je ne peux pas accepter cela. C'est tout simplement une trahison des intérêts du client. Ton accord, personne ne le demande, rétorqua-t-il d'un ton glacial. On attend de toi seulement du professionnalisme pendant la période de transfert des dossiers. Le soir du gala arriva. Je portais cette fameuse robe noire pour laquelle je n'avais pas hésité à dépenser. Après une telle année, je méritais bien quelque chose de spécial. Antoine Dubois et sa femme, Sophie, étaient assis à ma table avec Gérard, Théo et plusieurs autres responsables. La cérémonie de remise des prix commença. Et là, je tiens dans mes mains mon trophée en verre, une pièce délicate faite à la main avec mon nom et l'intitulé de ma réalisation. Le présentateur mentionna Dubois et Fils, soulignant particulièrement les relations exceptionnelles avec les clients que j'avais réussi à établir. Antoine et Sophie applaudirent plus fort que tous les autres. En retournant à ma place, je ne pus m'empêcher de remarquer le visage de Gérard. Il n'applaudissait pas. Il tremblait littéralement de rage. Pendant le dîner, Gérard porta son coup. « Antoine, dit-il assez fort pour que toute la table entende, je voulais vous annoncer personnellement à quel point nous sommes ravis que Théo devienne votre consultant principal le mois prochain. Élodie a fait un excellent travail de préparation, mais Théo apportera à votre compte une stratégie de niveau HEC Paris. » Ces mots sonnèrent comme une gifle. Un silence tendu s'installa dans la pièce, comme une corde raide. Antoine promena son regard de moi à Gérard, puis de nouveau vers moi. « C'est la première fois que j'entends parler de cela, Gérard, » dit-il, l'incompréhension se faisant sentir dans sa voix. Gérard, sans perdre son sang-froid, continua de sourire. « Juste une rotation de personnel de routine, Antoine. Rien d'extraordinaire. » Antoine secoua la tête. « Je ne pense pas. Notre contrat stipule clairement qu'Élodie est notre consultante. Tout changement à ce sujet doit être convenu avec nous. » Gérard me lança un regard rapide et évaluateur. « Eh bien, ce n'est qu'une formalité, n'est-ce pas, Élodie? Tu allais justement en discuter avec eux? » Tous les regards se tournèrent vers moi. À cet instant, je réalisai que je me trouvais à la croisée des chemins. 2 voies s'offraient à moi. Mentir, conserver mon emploi, mais perdre à jamais le respect de moi-même, ou dire la vérité et en accepter les conséquences. Non, murmurai-je, sentant mes doigts se refroidir. Je n'allais pas le faire. Le visage de Gérard devint instantanément rouge de colère. « Je vous prie de m'excuser, » lança-t-il sèchement aux personnes présentes en se levant de table. « Élodie, j'ai besoin de te parler en privé. » Me saisissant par le bras, il m'entraîna dans un coin tranquille près de l'entrée de service de l'hôtel, non loin de la scintillante salle de bal. Nous étions encore à la vue de quelques tables, mais suffisamment loin pour ne pas être entendus. Ses yeux lançaient des éclairs. Je serrai fort mon pris, ressentant soudainement sa trompeuse fragilité. « Qu'est-ce que tu fous » siffla-t-il, me transperçant du regard. « Je fais mon travail, » rétorquai-je, essayant de ne pas laisser transparaître le tremblement dans ma voix. « Je protège les intérêts de mon client. Et ton rôle est de suivre mes instructions. J'ai créé cette entreprise. C'est moi qui décide qui travaille avec quel client. Gérard, Théo n'est pas prêt. Il ne sait rien d'élémentaire. Il est 2 fois plus qualifié que tu ne l'étais quand tu as commencé. HEC Paris. Et toi, Élodie, qu'est-ce que tu as apporté? Un diplôme d'art dramatique et un tas de problèmes avec papa. » Je sentis mes joues s'embraser d'humiliation. J'ai attiré Dubois et Fils, quand personne n'aurait imaginé que je puisse y arriver. J'ai construit cette relation à partir de rien. Et maintenant, tu essaies de tout détruire parce que ton ego ne te permet pas de travailler en équipe. Je ne donnerai pas mon client à ton protégé-neveu. Lâchai-je, et ma voix trembla traîtreusement. Que Théo se trouve lui-même des clients, qu'il s'entraîne sur eux. Gérard fit un pas en avant, baissant la voix d'un ton insidieux. Je sais ce que tu as fait. Tu es allé voir Antoine dans mon dos. Tu lui as raconté des horreurs sur Théo.
Je lui ai dit la vérité, articulai-je entre mes dents. Gérard me saisit violemment le poignet. La main dans laquelle je tenais mon prix. Sale ingrate, siffla-t-il en arrachant le prix de mes mains. Avant que je puisse réagir, il le jeta au sol. Le fracas du cristal brisé retentit, semblant fendre le silence de la salle de bal. Pour toi, c'est fini ici. Cracha-t-il les mots assez forts pour qu'ils soient entendus aux tables voisines. Je restai figé, comme paralysé, regardant les éclats qui reflétaient désespérément la lumière des projecteurs. Un silence de mort s'installa autour de moi. Du coin de l'œil, je remarquai Antoine Dubois, avec une expression impénétrable, observant le déroulement du drame depuis notre table. Gérard regagna sa place comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas bouger. Dans le silence gêné, une employée de l'hôtel apparut avec une pelle et un balai. Son regard exprimait de la compassion et de la gêne pour moi, alors qu'elle ramassait les débris. « Excusez-moi » murmurai-je, me sentant coupable de ce désordre honteux. Je ne suis pas retourné à table. Je n'arrivais pas à me forcer à m'asseoir là, à faire comme si de rien n'était. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le vestiaire, j'ai attrapé mon manteau et j'ai appelé un taxi. Alors que j'attendais dans la rue, transi de froid, mon téléphone a vibré. Un message d'Antoine Dubois, « Appelle-moi demain. Ce n'est pas fini. » La nuit s'est déroulée en larmes, alternant avec des accès de rage. Puis, vers 3 heures du matin, des plans ont commencé à germer dans mon esprit. Des plans sournois, audacieux. Antoine avait raison, bon sang. Ce n'est pas la fin, mais seulement le début de quelque chose de nouveau. Le matin a fait irruption dans la pièce, aveuglant de sa clarté cristalline. Après 2 heures d'un sommeil haché, mon esprit était acéré comme une lame de rasoir, plus clair que jamais ces derniers mois. La voie à suivre n'était pas simplement en vue, elle était prédestinée. À 8h30 précise, j'ai composé le numéro d'Antoine. « Je sais tout », a dit sa voix avant même que je puisse prononcer un mot. « Comment vas-tu » ? Physiquement, oui, ai-je répondu honnêtement. Professionnellement, je ne suis pas encore sûr. Ce que Gérard a fait est une véritable agression, a tranché Antoine. Et il y a des témoins. C'est sa société, ai-je rétorqué. Son nom est affiché sur le bâtiment. Un silence s'est installé au bout du fil. Mais pas sur notre contrat. Notre contrat est spécifiquement avec ton équipe. Les 40 minutes suivantes, nous avons parlé sans nous arrêter. À la fin de la conversation, j'avais un plan en tête, pas seulement un moyen de survivre, mais une chance de créer quelque chose de plus grand, de meilleur. À 10 heures précises, je suis entré dans les bureaux de cabinet Renard Conseil. Les têtes se sont tournées vers moi. Les nouvelles, surtout les mauvaises, se répandent à une vitesse incroyable. Sans perdre une seconde, je me suis dirigé directement vers mon bureau et je me suis mis au travail, comme si de rien n'était. À 10h17, on a frappé doucement à ma porte. L'assistante de Gérard se tenait sur le seuil. « Il veut te voir », a-t-elle murmuré, le regard baissé. Il y avait de la compassion dans son regard, ce qui m'a noué l'estomac. Gérard, assis derrière son bureau massif, semblait être l'incarnation du pouvoir. Théo, recroquevillé sur la chaise des visiteurs, avait l'air d'être conduit devant un tribunal. « Ferme la porte », a lancé Gérard d'un ton autoritaire. J'ai obéi, sentant le piège se refermer derrière moi. Je suis resté debout, n'osant pas m'approcher. « Ton comportement d'hier soir était inacceptable », a sifflé Gérard, sa voix dégoulinant d'un mépris glacial. « Tu as déshonoré l'entreprise devant un client important. » Je suis restée silencieuse, avalant mon ressentiment et ma peur. « Cependant, » a-t-il poursuivi, adoucissant son ton, comme s'il jetait un os à un chien, « je suis prêt à faire preuve de magnanimité. Rassemble tes affaires aujourd'hui même. Nous te verserons 2 semaines d'indemnité de départ si tu signes un accord de confidentialité et renonces à toute critique à l'égard de l'entreprise. » J'ai promené mon regard de Gérard à Théo. Ce dernier, comme un écolier fautif, évitait mon regard, se cachant derrière un masque d'impassibilité. « C'est votre proposition ?» ai-je fini par demander, sentant la colère monter en moi. « C'est plus que juste, compte tenu de ton insubordination flagrante, » a tranché Gérard. Honnêtement, j'avais parfaitement le droit de te licencier sans aucune indemnité. Hochant lentement la tête, j'ai rassemblé le reste de mon sang-froid. J'ai une contre-proposition. Les sourcils de Gérard se sont levés, exprimant une extrême surprise. Ce n'est pas une négociation, a-t-il tranché. Je démissionne immédiatement, ai-je déclaré, sentant une détermination croissante en moi. Je n'ai pas besoin de votre indemnité de départ.
Mais je veux obtenir un document signé confirmant que je pars de mon propre gré et qu'il n'y aura aucune mention de licenciement pour faute dans mon dossier personnel. Gérard me regardait d'un air suspicieux, comme s'il soupçonnait un piège. Et pourquoi aurais-tu besoin de ça? A-t-il demandé d'un ton méfiant. Juste une question d'éthique professionnelle, ai-je répondu, essayant de parler d'une voix égale. Je veux partir en conservant une réputation impeccable. Il semblait que mon soudain empressement déconcertait Gérard, mais il s'est rapidement ressaisi. Très bien. Le service des ressources humaines préparera tous les documents. Ah oui, encore une chose, ai-je ajouté, inclinant légèrement la tête. J'ai besoin d'une confirmation écrite que toutes les relations avec les clients que j'ai personnellement attirés sont la propriété de l'entreprise, et non la mienne. Un sourire satisfait s'est épanoui sur le visage de Gérard. Bien sûr. Je suis content que tu comprennes les règles du jeu. Même sur la fin. 1 heure plus tard, j'ai apposé ma signature sur ma lettre de démission. À midi, mon bureau était vide, j'ai échangé des adieux formels avec quelques collègues et je suis sorti pour la dernière fois par l'entrée principale. Gérard ne savait pas. Il ne pouvait pas imaginer que je partais les mains vides. J'emportais avec moi ce qu'il y avait de plus précieux. Ce matin-là, avant même d'arriver au bureau, j'avais envoyé 11 courriels impeccablement rédigés à mes contacts personnels dans chacune des entreprises clientes. Pas depuis l'adresse officielle de cabinet Renard Conseil, mais des messages personnels depuis mon compte personnel. Des adresses que j'avais patiemment collectées lors de déjeuners d'affaires, de conférences et après le travail. Et ce n'était pas du tout des courriels demandant une collaboration. Je ne les ai jamais incités à quitter cabinet Renard Conseil, je n'y ai jamais pensé, cela aurait été une violation directe de mon contrat. Je n'ai fait qu'annoncer mon départ, en remerciant pour la collaboration. J'ai laissé mon numéro personnel, en ajoutant « Je serais ravi de vous rencontrer autour d'un café ». Cette personne m'ont appelé le jour même. Pendant que Gérard était persuadé que je me contentais de ranger mes affaires, j'étais adossé au mur dans la cage d'escalier, à calmer des clients inquiets. Tout va bien, disais-je, il ne s'est rien passé de grave. Je cherche juste de nouveaux horizons. Antoine Dubois a appelé en dernier. C'est fini, ai-je soufflé dans le combiné. Je suis officiellement au chômage. 5 minutes tout au plus, ai-je entendu en réponse. Je viens de parler à notre avocat. Nous allons utiliser la clause de personnel clé dans le contrat avec cabinet Renard Conseil. Ton nom y figure. Sans toi, nous avons le droit de rompre le contrat sans aucune pénalité. J'ai repris mon souffle. Tu es sûr? Absolument, a assuré Antoine. Mais ce n'est pas tout. J'ai discuté de tout avec Sophie et le conseil d'administration. Nous voulons internaliser le conseil. Nous créons un nouveau poste. Directeur de la stratégie de relations clients. Et, si tu le souhaites, ce poste est pour toi. Mes mains tremblaient, crispées sur le téléphone. Antoine, c'est incroyablement généreux de ta part. Ce n'est pas de la générosité, Élodie, mais du pur business. Tu es un diamant dans ton domaine, et puisque ces idiots t'ont laissé filer. Eh bien, leur perte est notre gain. Le salaire qu'il a mentionné était de 60% supérieur à ce que je gagnais auparavant. Et ce n'est pas tout, a-t-il ajouté avec un sourire satisfait. Nous avons prévu une prime à la signature. Nous avons besoin de toi de toute urgence, Élodie, car nous rompons le contrat avec cabinet Renard Conseil. Je me suis appuyé contre le mur froid de la cage d'escalier, sentant mes jambes flancher. Quand as-tu besoin de ma réponse? Ai-je murmuré, à peine audible. Prends le week-end, a-t-il répondu, comme s'il lisait dans mes pensées. Mais, Élodie, sache que notre notification de rupture de contrat partira à Gérard dès lundi matin. Quoi qu'il en soit, 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau spacieux d'Antoine et je signais mon contrat de travail. Après avoir terminé la dernière page, j'ai entendu une légère frappe à la porte. Monsieur Dubois, Monsieur Fournier est en ligne. Il dit que c'est urgent. Antoine m'a gratifié d'un large sourire satisfait. Tu veux peut-être sortir pendant que je parle. Tu sais, ai-je dit, en essayant d'avoir l'air désinvolte, j'aimerais autant rester, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Antoine, sans perdre une seconde, a activé le haut-parleur. Antoine, la voix de Gérard qui sortait du haut-parleur était faussement enjouée, mais on sentait la fausseté. Je voulais discuter personnellement avec toi de cette notification de rupture de contrat. Il y a manifestement une erreur regrettable. Il n'y a pas d'erreur, Gérard, a tranché Antoine, en gardant un calme glacial. Votre cabinet ne fournit plus la personne mentionnée dans notre contrat, nous exerçons donc, conformément à l'article 12, notre droit de résiliation.
Nous pouvons facilement apporter des modifications au contrat, s'est empressé de dire Gérard. Théo est déjà au courant de tous les détails de votre compte et est prêt. Ce n'est pas nécessaire, a interrompu Antoine, sans le laisser finir. Nous avons pris la décision d'internaliser le conseil. Un silence pesant s'est installé. La voix de Gérard a visiblement perdu de son assurance. Antoine, nous avons bâti un partenariat solide ces 3 dernières années. Un simple changement de personnel. Il ne s'agit pas d'un changement de personnel, Gérard, mais de la façon dont tu l'as géré. Briser une récompense devant ma femme et moi. Attraper physiquement ton employé. Nous ne faisons pas affaire avec des partenaires qui se permettent de telles choses. Il y a eu une exagération des événements, a murmuré Gérard, comme déstabilisé. Élodie s'est butée à cause de ce stupide remaniement de personnel, et l'atmosphère a explosé. J'avoue, j'ai craqué, mais vous avez vu jusqu'où elle a poussé. A tranché Antoine, sa voix était d'acier. Le licenciement prend effet immédiatement. Tu recevras les papiers très prochainement. Il a raccroché et m'a regardé, une étincelle de jubilation dans les yeux. 2 millions part en partie en fumée, comme ça. Plus tous les contacts que tu leur as apportés. Je me demande comment Gérard va se sortir de ça devant ses associés. Plus tard, j'ai appris que Dubois et Fils représentaient près de 18% du chiffre d'affaires annuel de cabinet Renard Conseil. Et les 2 clients que j'avais amenés sur recommandation d'Antoine, encore 5%. Mais le vrai coup dur est arrivé plus tard. Vous vous souvenez de ces 7 clients qui n'arrêtaient pas de m'appeler le jour de mon licenciement? Eh bien, en 3 mois, 4 d'entre eux ont trouvé des raisons de rompre leur contrat avec cabinet Renard Conseil. Personne n'est venu me voir directement, bien sûr. Cela aurait été une violation directe de l'accord de non-concurrence. Mais ils ont trouvé d'autres consultants, d'autres cabinets. Vous comprenez, il ne s'agissait pas seulement de la perte de mes clients. Le coup a été porté à la réputation de Gérard, et c'était bien plus douloureux. Dans un secteur où tout le monde se connaît, ce n'était pas un commérage qui circulait, mais plutôt une sombre mise en garde. On se la murmurait lors des rencontres de networking et des conférences, méfiez-vous de Gérard Fournier. Vous souvenez-vous de la fin de notre collaboration avec Dubois et Fils? 6 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée de gala mémorable. Je m'installais avec assurance chez Dubois Conseil. Mon bureau avec vue panoramique, une petite équipe dévouée, et le sentiment que mon travail comptait vraiment. Ma formation théâtrale, que Gérard avait autrefois considérée comme une faiblesse, s'est révélée être un atout. Je comprenais la puissance d'une histoire, l'importance du lien émotionnel, le drame des relations humaines, et tout cela fonctionnait à merveille dans le monde des affaires. Je créais des campagnes publicitaires qui ne se contentaient pas de vendre un produit, mais racontaient des histoires captivantes. Je voyais dans les clients non pas des chiffres anonymes, mais des personnes avec leurs rêves, leurs peurs et leurs espoirs. Et aujourd'hui, Dubois Conseil prospère. Nous collaborons avec des entreprises dans tout le pays, les aidant à construire des relations solides et sincères avec leurs clients. Et je me souviens encore du bruit du verre brisé. Mais ce n'est plus un symbole de défaite, mais un rappel que même des éclats, on peut créer quelque chose de beau. Ce dont Gérard se moquait avec tant d'amertume s'est révélé être une préparation inestimable à la compréhension des subtilités des récits de marché et de la maîtrise du storytelling de marque. Un jour, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, un message est arrivé sur Viadeo de l'ancienne assistante de Gérard. Tu dois savoir ça. Gérard a été licencié. Les associés l'ont forcé à démissionner après un échec retentissant au 3e trimestre. Trop de clients perdus. Théo est parti aussi. Je n'ai pas répondu, je me suis juste permis un sourire à peine perceptible, mais plein de satisfaction. Un an jour pour jour après cette soirée de gala mémorable, Antoine m'a convoqué dans son bureau. La semaine prochaine, nous aurons une petite cérémonie, a-t-il annoncé. Les membres du conseil d'administration, la direction clé, rien de pompeux. Quel est l'événement? Ai-je demandé, sentant une anticipation croissante. Il a fait glisser une boîte vers moi. À l'intérieur, comme une relique précieuse, reposait un trophée en verre, rappelant vaguement celui que Gérard avait autrefois brisé, mais d'un niveau de raffinement supérieur. Il portait l'inscription « Élodie Lambert », directrice du partenariat stratégique, pour son leadership exceptionnel et son intégrité inébranlable. La meilleure vengeance n'est pas de chercher à se venger de celui qui vous a offensé, a dit Antoine avec un regard sage. C'est de créer quelque chose de grand sur les décombres laissés après leurs actions destructrices. J'ai passé le bout de mes doigts sur la surface lisse du verre gravé, sentant une agréable fraîcheur. Je n'ai jamais cherché à me venger, ai-je murmuré doucement, réalisant que la vérité était de mon côté. Non, Antoine m'a offert un sourire compréhensif.
tu as simplement cru en toi de manière inébranlable. Parfois, cela suffit à bouleverser le monde. 2 ans se sont écoulés depuis cette soirée de gala mémorable. Cabinet Renard Conseil, autrefois une force redoutable, traînait maintenant une existence misérable, comme un arbre abattu. Gérard, poussé par des ambitions démesurées, avait fondé sa propre entreprise, mais sans le soutien des ressources et de sa réputation d'antan, elle se débattait comme un bateau dans la tempête. Théo y travaillait toujours, essayant en vain d'appréhender les rudiments du commerce, faisant des promesses généreuses que ses jeunes compétences ne pouvaient pas étayer. Et moi? Au dernier trimestre, j'ai été promue vice-présidente chez Dubois Conseil. Mon équipe a quadruplé, passant de 3 employés dévoués à 12. Nous avons tellement renforcé nos ressources internes que le besoin de consultants externes a pratiquement disparu. Parfois, je suis tourmentée par une pensée. Gérard comprend-il que c'est mon départ silencieux, mais résolu, et non un scandale bruyant, qui a causé sa chute? Réalise-t-il que dans sa soif de s'approprier le bien d'autrui, il a perdu tout ce qu'il avait? La vérité est que je ne cherchais pas à le détruire. Il me suffisait de lui enlever la possibilité de voler mes réalisations. Et sa propre incompétence a achevé ce qui avait été commencé. Cette nuit fatidique, lorsque Gérard a brisé mon trophée en 1000 morceaux, il pensait naïvement qu'il démontrait son pouvoir. Comme il se trompait. En réalité, il ne faisait qu'exposer sa propre insignifiance, sa profonde insécurité et son besoin désespéré d'humilier celui en qui il voyait une menace à sa position. Je n'ai pas engagé de confrontation ouverte avec lui. À ce moment-là, cela aurait été une perte de temps. J'avais besoin d'autre chose, reconnaître ma véritable valeur et me jurer que je ne permettrais jamais, entendez-vous, jamais, à personne de me l'enlever. Les gens comme Gérard ont une caractéristique détestable, ils ne sont pas des créateurs. Ce sont des parasites, occupant des positions avantageuses pour profiter du travail des autres. Enlever ceux qui construisent, ceux qui créent, et toute leur construction de cartes s'effondrera en un instant. Le mois dernier, je présentais un exposé lors d'une grande conférence sectorielle. Mon regard est tombé par hasard sur Gérard, perdu dans la salle. Il avait l'air un peu ratatiné, éteint, comme l'ombre de lui-même. Nos yeux se sont croisés pendant une fraction de seconde. Il n'a pas soutenu mon regard et a rapidement détourné le sien. Vous pensez que j'ai ressenti un triomphe? Non. J'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus profond, de plus fort, l'apaisement. Je me suis rendu compte que j'avais réussi à me reconstruire à partir des misérables débris qu'il avait laissés derrière lui, et à créer quelque chose de beaucoup plus solide et beau qu'avant. La leçon que j'ai tirée de cette histoire n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de la force d'âme inébranlable, de la capacité de renaître, quoi qu'il arrive. De la braille resilience. De savoir comment se retirer à temps pour finalement remporter la victoire. De comprendre que parfois, votre vraie force n'est pas de résister avec acharnement, mais simplement de refuser de jouer selon les règles des autres. Je me souviens de Gérard, arrachant ma récompense et la brisant avec rage sur le sol. Il pensait apparemment que ces symboles de reconnaissance étaient ce qui me donnait du poids aux yeux des autres. Il n'a jamais compris que la véritable réussite n'est pas un fragile trophée en verre. C'est un travail acharné, ce sont des relations solides, c'est la confiance que j'ai construite au fil des ans. Et tout cela ne peut pas être détruit par un seul geste de colère. Astérisque, elle sourit légèrement en se souvenant de ce moment. Astérisque. Parfois, je pense à cette version alternative de moi-même qui est restée chez Cabinet Renard Conseil. Celle qui aurait cédé son client Théo, celle qui aurait essayé de se conformer aux idées de Gérard sur ma valeur. Cette femme aurait peut-être eu son propre bureau, sa propre place de parking, mais elle aurait perdu le plus important, sa propre dignité. Elle n'aurait jamais su ce dont elle était vraiment capable, en créant quelque chose de son propre chef, selon ses propres règles. Astérisque, il y a une ferme conviction dans sa voix. Astérisque. Alors, si vous regardez ça maintenant et que vous vous sentez piégé, dans une situation où quelqu'un d'autre essaie de définir votre valeur, où votre travail est approprié et vos réalisations sont minimisées, souvenez-vous de mon histoire. Astérisque, elle regarde droit dans la caméra avec un sourire chaleureux et encourageant. Astérisque. Parfois, partir n'est pas un aveu de défaite, mais le premier pas timide vers quelque chose de plus beau. L'instant où Gérard a détruit ma récompense dans un accès de rage est devenu pour lui un point de non-retour, le début de la fin de tout ce qu'il chérissait tant. Simplement, à ce moment-là, il n'avait pas encore pris conscience de l'ampleur de sa perte.